Nous sommes le 19 août 2025. Nous sommes à la station Total de Lunéville sur la Nationale 4. Nous partons. On se dirige vers Blamont, Sarrebourg, Falchebourg, Strasbourg. Et puis, j'en retiens également le fait que les Européens ne sont pas encore émancipés des États-Unis. Donc, le soutien à l'Ukraine va continuer de l'Europe, mais l'Europe a encore besoin des États-Unis. Et peut-être un dernier point, le programme de garantie de sécurité en dehors de l'OTAN. J'en retiens également que Vladimir Poutine voulait avoir de droite de temps sur les adhésions de l'OTAN. Mais oui, est-ce que vous parleriez de véritables avancées? Parce que sur les garanties de sécurité, finalement, tout ce qu'on a, c'est un engagement à coordonner les choses. Et sur la question du cessez-le-feu, les Européens ont insisté sur la question du cessez-le-feu. Donald Trump nous fait comprendre qu'en fait, c'est pas nécessaire. Tout à fait, il y a un véritable flou sur la position américaine. Donc, il y a eu les leaders européens, Zelensky, ont été reçus de manière courtoise. Parfois, il y a eu un certain nombre de remarques le moins bizarres vis-à-vis de certains leaders européens. Mais sur la position américaine, pour le moment, ça reste les possibles garanties de sécurité. Et également, Donald Trump ne met toujours pas la pression sur Vladimir Poutine, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui a envahi, c'est Vladimir Poutine, et il y a
par exemple. Ouais, vous avez tout à fait raison. En fait, Vladimir Poutine mène la danse. Il met donc aujourd'hui, nous sommes en train de discuter d'une possible rencontre bilatérale avec Volodymyr Zelensky, ensuite d'une possible future réunion trilatérale avec les Européens, et pendant ce temps-là, il continue de bombarder les civils. Et donc, éventuellement, également grignoter du territoire ukrainien. Donc, effectivement, nous sommes en position de commenter les mouvements de Vladimir Poutine pendant sur le terrain, puis il continue la guerre. Donald Trump dit que dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Saint-Dié-Colmar. une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourrait permettre de mettre fin à la guerre. Vous êtes d'accord? Pourquoi faire en fait? Puisque Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Saint-Dié, puis utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar. Alaska a été très clair sur Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar, puis rejoindre N59. ce qu'il attendait. Et donc, il lutte pour le Donbass, il veut le Donbass depuis 12 ans maintenant. Il a clairement dit qu'il voulait recevoir le Donbass, même les parties qu'il n'a pas conquis. Donc, à partir de là, Zelensky lui a répondu lors de la conférence de presse de cette dimanche à Bruxelles, en disant que la constitution ukrainienne le lui disait. Ça risque d'être également je monte dans les déclarations de Zelensky, c'est une discussion sur le retour des prisonniers, y compris des enfants kidnappés par la Russie. Donc ça pourrait être un point de discussion entre les deux leaders, mais après, sur les territoires, la position de Vladimir Poutine reste assez claire. Et puis, moi, on a vu le t-shirt de Sergei Lavrov qui en dit très long sur les ambitions néo-impérialistes russes. On a entendu le scepticisme aussi d'Emmanuel Macron. Il ne croit pas du tout à ce que la paix avance, il ne croit pas du tout à ce que Vladimir Poutine veuille la paix. Il parle de sanctions supplémentaires si jamais les discussions n'aboutissaient pas. Est-ce qu'on sait précisément ce qui pourrait ressortir de ça, ces sanctions? L'énergie, c'est le nerf de la guerre, en fait, puisque Vladimir Poutine finance sa guerre avec sa bombe énergétique. Or, il avait un fonds de réserve qui est maintenant épuisé. La Banque centrale russe est sous sanction, donc ça veut dire qu'il a du mal, il ne peut pas emprunter à l'extérieur. Il y a un déficit qui avoisine aujourd'hui 60 milliards de roubles, donc qui va s'accroître jusqu'à la fin de l'année, donc son économie va très très mal. C'est pour cela qu'il a engagé ces discussions pour gagner du temps et éventuellement espérer une coopération avec les États-Unis, notamment en matière énergétique. Et donc il espère qu'il va pouvoir redresser son économie avec un possible deal avec Trump, notamment sur les questions énergétiques. Donc aujourd'hui, si on veut mettre vraiment la pression sur Vladimir Poutine, les Américains doivent mettre des sanctions secondaires sur ceux qui rachètent du pétrole russe, donc il y a la Chine et l'Inde, et ensuite au niveau de l'Union européenne, nous devons faire aussi également plus d'efforts parce que nous achetons encore pour 20 milliards de gaz russe. Et la France est d'ailleurs devenue le premier importateur de gaz naturel qui est fait de l'Union européenne. Donc encore une fois, l'énergie, c'est le nerf. Oui, et on le verra d'ailleurs dans le prochain journal. Exxon recommence à parler à la Russie. Donc bon, c'est effectivement, on verra si ça avance sur ce secteur-là. Merci beaucoup Adina Revolt d'avoir été avec nous ce matin, maîtresse de conférence à Sciences Po, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. On va continuer à en parler de cette soirée à Washington dans le prochain journal. On reviendra aussi sur la seule offre de reprise de Carmat, information BFM Business à découvrir dans un instant tout de suite. Good Morning Business, le journal. 7h30 les titres, Laura Campou. À l'issue du sommet à Washington, Vladimir Poutine prêt à une entrevue avec Volodymyr Zelensky. L'offre unique pour Carmat se précise et puis une bonne nouvelle pour le Wegovy de Novo Nordisk.
Avant de revenir sur la rencontre à la Maison-Blanche, cette information BFM Business, on en sait désormais plus sur l'unique offre de reprise d'un fleuron français en redressement judiciaire, Carmat, le fabricant français de cœurs artificiels. Et c'est Pierre Bastide, le président du conseil d'administration de l'entreprise, qui a fait une offre. Elle va être examinée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Versailles. Astrid Olivier a pu la consulter. Pierre Bastide, déjà actionnaire à 20% de l'entreprise, veut sauver Carmat. Investisseur marocain et ancien dirigeant de Schneider, Valeo et Thomson, il met sur la table 1 million d'euros pour reprendre Carmat via sa société familiale belge. Il s'engage aussi à apporter 150 millions d'euros sur 5 ans, dont 40 millions d'ici janvier prochain. Pierre Bastide croit visiblement au succès de Carmat. Il a déjà investi 60 millions d'euros depuis 2017 et pour financer son rachat, il vient de mettre en vente un actif immobilier de prestige à New York. Seule solution pour remettre Carmat à flot, transplanter 500 cœurs par an. Mais avec seulement 42 opérations l'année dernière, Carmat est encore loin d'être rentable. Et pour y parvenir, Pierre Bastide promet d'augmenter de 15 à 20% le prix des cœurs. À quelques heures de l'audience, Stéphane Pillat, le directeur général de Carmat, est confiant. Il assure que ses équipes feront tout ce qu'il faut pour continuer, y compris travailler dans des conditions dégradées. Nous sommes sur le pont, dit-il, et pour cause, Pierre Bastide promet de reprendre tous les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité, soit les 138 salariés. On va suivre cette décision du tribunal de commerce aujourd'hui. On aura directeur général Stéphane Pillat de Carmat en direct demain sur BFM Business à 8h15. Lui aussi était en difficulté, mais le Danois Novo Nordisk a reçu une très bonne nouvelle hier. Son produit phare contre l'obésité, le Wegovy, a été approuvé par les autorités sanitaires américaines pour une indication supplémentaire. Il pourra être utilisé aux États-Unis pour le traitement de la maladie du foie gras, une maladie qui touche 5% des Américains. Premier feu vert pour un traitement de ce type. Aymeric Lang, gérant chez Erasmus Gestion, est donc très optimiste pour le titre. Écoutez. C'est un événement très important pour Novo Nordisk qui a été salué. Alors on est qu'au début, malgré la petite hausse, là on est très loin des plus hauts bien évidemment, et on est qu'au début, mais ce qui va être intéressant à suivre pour cette belle valeur européenne, c'est sa capacité à de nouveau innover. Le nouveau directeur général a annoncé qu'ils seraient les premiers à avoir la version cachée, de leur produit anti-coupe-faim. Et ça serait donc une avancée, et il devancerait Eli Lilly là-dessus, et donc ça serait une bonne nouvelle, et ça rassurerait le marché sur la capacité à innover. Donc on n'en est pas encore là, mais on voit quand même quelques petits signes d'amélioration sur Novo Nordisk qui nous donnent, nous, plutôt envie de racheter, de se renforcer sur cette valeur. On arrive à cette actualité principale. Le principe d'une rencontre serait acté entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, Laura. Annonce faite par Donald Trump au terme du sommet à la Maison-Blanche avec le président ukrainien et 6 dirigeants européens. Donald Trump a précisé que le lieu restait à déterminer. À noter cet échange marquant. Avant que ne commencent les discussions avec les Européens, le président américain a parlé à Emmanuel Macron, moment capté à son insu par les caméras. On écoute Donald Trump, il s'exprime à propos du président russe. Je pense que Poutine veut conclure un accord. Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi, vous comprenez? Aussi fou que cela puisse paraître. Et c'était un autre point crucial, les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Elles vont être formalisées par les Occidentaux sous 10 jours, selon Volodymyr Zelensky. Et toujours d'après lui, les États-Unis participeront à l'effort. Pour l'heure, l'administration Trump parle de garanties similaires à celles promises par l'article 5 de l'OTAN, mais sans s'engager à envoyer des troupes sur le terrain. Alors Mathilde Chaminade, les Européens se préparent-ils à prendre en charge cette sécurité de l'Ukraine? Oui, avec l'aide des États-Unis pour du partage de renseignements et un renforcement des défenses anti-aériennes ukrainiennes. Côté européen, la France et le Royaume-Uni projettent d'envoyer une force de plusieurs milliers de soldats en Ukraine. La Suède, le Danemark et l'Autriche pourraient y participer également. Et une mission de sécurisation des espaces aériens et maritimes est en discussion. Est-ce que l'Europe a les moyens de mettre en place ce plan, Mathilde? C'est compliqué. Récemment, Volodymyr Zelensky réclamait jusqu'à 150 000 soldats européens en Ukraine, tandis que selon la presse britannique, Paris et Londres prévoient une force de moins de 30 000 militaires. Pour le Royaume-Uni, l'envoi de 5 000 soldats absorberait près de la moitié de ses troupes de terrain. La France pourrait en théorie envoyer 20 000 soldats, mais c'est sa capacité totale et pour cela, il faudrait quitter les autres opérations à l'étranger. Par ailleurs, la France et le Royaume-Uni sont dans des périodes de restrictions budgétaires et l'effort militaire européen en Ukraine pourrait s'étaler sur plusieurs décennies.
La guerre en Ukraine qui touche aussi les entreprises, c'est le cas de Renault qui a entamé un virage dans la défense. Début juin, Sébastien Lecornu avait annoncé que le groupe avait été sollicité par le ministère des Armées pour fabriquer des drones pour Kiev. Les salariés qui ont d'abord été pris de court, mais maintenant ils sont nombreux à décrier ce projet. Caroline Morisson. Beaucoup de salariés nous ont interpellés. Ils ont signé pour fabriquer des voitures et pas des armes, explique un responsable FO. Certains veulent déjà savoir s'ils peuvent refuser une telle mission, confirme un délégué de la CGT qui a commencé à plancher sur le sujet. Un sujet d'autant plus sensible que, contrairement aux entreprises de la défense, Renault emploie beaucoup d'étrangers. Des Russes et des Ukrainiens travaillent main dans la main sur les chaînes de production. Cela pourrait créer des tensions. D'autres, enfin, redoutent que Renault se retrouve au cœur de cyberattaques de plus en plus violentes. Ce ne serait pourtant pas une première. Pendant la Première Guerre mondiale, Renault fabriquait des obus. Sauf qu'à l'époque, c'est la France qui était en guerre, peste un responsable syndical. La direction sait à quel point le sujet est explosif. Les responsables hiérarchiques ont été sommés de s'en tenir à la communication officielle. Oui, l'entreprise a été contactée par le ministère des Armées, mais rien n'est acté. Selon un responsable syndical, ces drones pourraient dans un premier temps être produits sur son site en Slovénie, de quoi apaiser les tensions. Un mot sur la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine avec ses conséquences, Laura. Les exportations chinoises de terres rares ont poursuivi leur reprise en juillet. Elles ont augmenté de 69% pour atteindre près de 6500 tonnes, un plus haut niveau depuis janvier. Et puis cette autre conséquence de la politique commerciale de Donald Trump, SoftBank renforce encore sa présence aux États-Unis. Le géant japonais annonce un investissement de 2 milliards de dollars dans le fabricant de puces américain Intel. Allez, pour terminer, en plein été, on se tourne vers la Pologne, destination prisée par une clientèle étonnante. Et oui, cette clientèle qui vient des pays du Golfe. Fly Dubai a lancé la première liaison Dubaï-Cracovie en 2018 et aujourd'hui jusqu'à 7 vols quotidiens y arrivent avec des vacanciers qui viennent des Émirats Arabes Unis, d'Arabie Saoudite ou encore du Koweït. Alessandra Pagedo. Zakopane, chalet en bois traditionnel, sentier de randonnée au pied des Tatras, la plus haute chaîne de montagne du pays. La clientèle du Golfe ne jure plus que par cette station polonaise, au climat rafraîchissant, attiré par l'accueil, le bouche à oreille des influenceurs conviés sur place, très actifs sur les réseaux sociaux et le confort des installations. J'ai vu un post sur Zakopane et sur comment elle traite tout le monde de la même façon, sans racisme lié aux religions, ce qui me plaît. Zakopane est bien plus belle que ce que j'ai vu. J'ai séjourné dans plus de 5 hôtels. Honnêtement, la qualité de l'hébergement, des routes, l'accueil, les habitants, tout y est. Les professionnels se sont en effet rapidement adaptés, menus en polonais et en arabe, nourriture halal pour Lukas Filipowicz, maire de Zakopane. Cette nouvelle clientèle est une bénédiction. À Zakopane, il y avait un tourisme de niche qui était autrefois occupé par les touristes de l'Est. Eh bien, en raison des changements géopolitiques et climatiques, les visiteurs venus de l'autre côté de notre frontière orientale ont cessé de venir chez nous et les touristes arabes ont fait leur apparition. Les touristes émiratis représentaient l'année dernière la plus forte croissance de visites selon le ministère polonais du tourisme, en hausse de 66% par rapport à 2023. Elle est 7h39, les marchés. Il a décidé d'exclure 6 nouvelles sociétés israéliennes de son portefeuille, mais pour des raisons éthiques. Absolument, Sandra. On parle ici du fonds souverain norvégien, le fonds souverain norvégien qui, à la suite d'un examen éthique, effectivement, a annoncé lundi qu'il allait exclure de son portefeuille 6 nouvelles sociétés israéliennes ayant des liens avec la Cisjordanie et Gaza. Ce fonds d'investissement, il pèse quand même près de 2 milliards de dollars. Il s'est pour l'instant abstenu de nommer les entreprises qu'il avait décidé d'exclure, mais il a déclaré qu'elles seraient rendues publiques, ainsi que les raisons spécifiques une fois le désinvestissement terminé. Alors cette annonce, elle s'inscrit en réalité dans la stratégie du fonds souverain norvégien de ne prendre que des participations dans des sociétés israéliennes qui font partie de l'indice de référence du fonds, mais surtout qui ne violent pas les règles du droit international. Il avait déjà déclaré la semaine dernière avoir vendu des participations dans 6 autres sociétés, et c'est vrai que le ministre norvégien des Finances, il a de son côté indiqué que davantage d'entreprises pourraient être exclues. Alors il faut dire que le fonds souverain norvégien, il a lancé en urgence depuis début août un examen au peigne fin des entreprises qui alimentent son portefeuille, et ce après avoir reçu des informations selon lesquelles il avait
bonsoir. Tu vas à Strasbourg, là? Ouais, mais je crois que je vais dormir à Strasbourg. Comment? Je crois que je vais dormir à Strasbourg. Tu vas dormir, tu dors à Strasbourg, oui? Ouais. D'accord. Ouais. Si tu dors chez toi, tu salis pas trop, hein? Ouais. Tout levé, alors... Ouais. Je retourne pas demain, c'est trop fatigant. Ouais. Ok, je vais me coucher. Oui. Comment ça se fait? T'as été jusqu'à Normandie, que t'es déjà revenu, d'habitude tu restes? Non, mais là, j'étais pas au même endroit. Hein? Mais hier, j'ai dormi, hier. Hier, j'ai dormi. Là, je suis parti de Normandie, je rentre à Strasbourg. Mais j'étais pas au même endroit. Je suis parti de Normandie, mais je rentre à Strasbourg. J'ai pas fait l'aller-retour sans m'arrêter. J'ai pas fait l'aller-retour sans m'arrêter. J'ai dormi à 9h à Normandie, puis je suis reparti. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Le matin, j'ai des citoyens, là, ça me prend chaque 2 heures. Ouais. Ça va mieux? Bah oui, la lessive, de toute façon, la lessive, elle dure 2 heures. Ça va mieux? Ça va mieux? Ça va mieux? Après, j'ai fait des courses, et puis après, qu'est-ce que j'ai dépensé? Alors, les courses, 50 €, l'essence, 40 €, 100 €. Ouais. Je suis rentré. T'es pas allé chez Michel? Hein? Chez Michel, t'es pas allé? Non. Pourquoi? Moi, je suis pas tellement bien, je suis pas fatigué, je suis fatigué, j'ai pas envie. Hein? J'avais pas envie. Pourquoi? J'étais pas tellement en forme, hein, puis j'ai pas envie. Ouais. Donc peut-être que demain ça va mieux. Ça va pas bien aujourd'hui? Moyen. Ah ouais, mais ça va mieux. Je dis c'est moyen. Ça va mieux qu'hier. J'ai fait des trucs, mais je suis pas traîné. Mais ça va tellement bien, j'ai pas faim. J'ai perdu 2 kilos, hein. Ah ouais? Ah ouais, vu comme t'es... Oui, t'es maigre et puis en plus t'as perdu 2 kilos, hein. C'est pas normal. Là, il faut manger, il faut manger. Bah oui, je sais, je me suis acheté des escalopes de dinde. Non, mange pas les escalopes de dinde, c'est pas bien, on n'arrive pas à les avaler. Mange plutôt, je sais pas moi, un bœuf haché, des trucs comme ça. Cuit. C'est très bien. Non, quand on n'a pas envie de manger, ben, les escalopes de poulet ça passe pas. Quand on n'a pas envie de manger les escalopes de poulet ça passe pas. Seulement, faut manger quelque chose, on a envie de manger, mais les escalopes de poulet, quand on n'a pas envie de manger, on mange pas. Il n'y a jamais de sauce, il n'y a rien, c'est seulement quand on a envie de manger qu'il faut manger ça. Puis le bureau de travail, je te parle de cigarettes. Hein? Il n'y a pas de cigarettes, le bureau de travail est fermé toute la semaine. Faut aller à Vaslan? Le bureau de tabac est fermé, elle est en vacances. Faut aller à Vaslan? Hein? À Vaslan? 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 Oui, j'écoute. J'écoute. Chose passe agressive de partout. Ça se fait. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, j'écoute. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Des services aux forces de l'ordre israéliennes et notamment dans la maintenance des avions de combat. Des informations qui passent mal et qui ont suscité un nouveau débat sur les investissements du fonds en Israël dans les territoires palestiniens occupés. En Norvège, un certain parti politique appelle même le fonds à entièrement se désinvestir. Au rond-point, prendre couvent. De toutes les entreprises israéliennes afin de le protéger contre des... Continuez sur M4 pendant 36 km. Éventuelle violation éthique, une requête que le Parlement norvégien a pour le moment exclue. Merci beaucoup Julie. Le plus tout de suite. Good Morning Business. Le plus.
attention ce matin, l'Institut du porc, situé près de Rennes, de l'élevage aux produits finis. 90 chercheurs y étudient l'animal sous toutes ses facettes pour toujours plus améliorer la qualité de la viande, réduire les conservateurs et mieux protéger le consommateur contre les risques de maladies. C'est un reportage de Nathan Cocampo. Tout est bon dans le cochon. Un adage qui s'avérera d'autant plus vrai dans les prochaines années selon les chercheurs de l'IFIP. 200 truies vivent dans cette station expérimentale. Distributeurs automatiques, capteurs, caméras. Ici, on teste les dernières innovations pour notamment répondre au réchauffement climatique. Anne Monique, directrice du pôle technique d'élevage. On va proposer à la truie de s'alimenter aux heures les plus fraîches pour voir si finalement ça va faciliter sa consommation d'aliments. Aussi, bien évaluer quel type d'aliment lui permet de mieux supporter la chaleur. Améliorer la vie des animaux, évaluer la productivité et gagner en efficacité dans le contrôle qualité. Sur une ligne de désossage, environ 20% des viandes sont abîmées. Antoine Vautier, ingénieur, développe ce scanner pour les industriels. L'idée, c'est de remplacer l'œil humain et de faire un appareil qui fonctionne en autonomie. On fait des modèles de prédiction à partir de données spectrales qu'on peut récupérer soit par contact sur la viande ou soit idéalement avec des caméras qui ne touchent pas le produit. Dans les laboratoires de l'IFIP, on étudie aussi les bactéries que l'on peut retrouver dans la viande. Là, on recherche les entérobactéries, la flore totale dans le produit, la flore lactique et les bactéries ASR, anaérobies cytoréducteurs. Botulisme, listeria, des maladies hautement surveillées. Gilles Nassy, directeur du pôle viande et charcuterie. D'étudier le comportement de ces bactéries dans les produits pour fixer les process de fabrication, pour fixer les durées de vie, pour fixer aussi les limites qu'on peut faire dans le cadre des baisses de sel ou des baisses de nitrites. Les nitrites, des conservateurs souvent pointés du doigt par les consommateurs, ce sont eux qui donnent la couleur rose au jambon, eux aussi qui empêchent le développement des bactéries. La réglementation européenne impose aujourd'hui au maximum 150 mg kg de nitrite et va bientôt passer à 120 mg kg de nitrite. En France, on est déjà à 90 mg kg. Réduire les conservateurs tout en s'assurant de la bonne qualité du produit, la France est en avance selon Fabien Castagnet qui représente 300 entreprises de charcuterie française. Moins d'additifs, ça a toujours été une attente de naturalité des consommateurs. Les Français y sont sensibles et nous, c'est notre responsabilité de répondre à cette demande-là. Quand on partage avec nos collègues européens sur finalement les teneurs françaises, parfois ils nous regardent avec des grands yeux en disant mais comment vous y êtes arrivé ? Est-ce que vous ne faites pas prendre un risque pour les consommateurs ? Et bien évidemment, c'est pour ça que toutes les réductions de nitrites sont validées scientifiquement, notamment avec l'IFIP. Augmentation des prix de l'énergie, des emballages, des matières premières. En 2 ans, la marge nette des entreprises de charcuterie a reculé de 65% selon la Banque de France. La capacité d'investissement a baissé de 30%. Et pour nous, c'est un vrai point d'alerte puisque pour préparer la charcuterie de demain, il faut être en capacité d'investir pour justement trouver les solutions, mais aussi être en capacité de les déployer. Donc ça, c'est un vrai point d'attention pour nous. Depuis l'an dernier, le porc n'est plus la viande la plus consommée en France, dépassée par le poulet. La réduction de sel, de nitrite, l'amélioration de la qualité sont des enjeux stratégiques pour toute la filière. Restez avec nous dans un instant, le grand entretien de la matinale de l'économie. C'est Vincent Gel, directeur général de France Montagne, qui sera avec nous pour nous parler de cet été 2025 sur nos stations. Comment ça s'est passé, quels sont les chiffres et quels sont les grands chantiers de France Montagne. C'est dans un instant tout de suite. Good Morning Business, le grand entretien. Radar fixe à 500 mètres. Le grand entretien ce matin, c'est avec Vincent Gay, directeur général de France Montagne. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale du Radar fixe à 300 mètres. L'économie, Vincent Gay. France Montagne, c'est l'association qui fédère et anime les stations de montagne françaises. Est-ce que cet été, Radar fixe à 100 mètres, c'était un bon cru pour la montagne en France? Bonjour à toutes et à tous, merci de nous donner la parole ce matin. L'été, alors on a souvent l'habitude de dire en Savoie que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc on fera le bilan au final dans quelques semaines. En tout cas, les premiers indicateurs sont plutôt bons. Quand on prend les taux de fréquentation, on est sur c'est variable d'une station, d'un massif à l'autre globalement, mais tous les massifs sont en progression. Je pense qu'on finira aux alentours des plus 2, plus 3%. Donc c'est très très bien. Je décorerai par contre la consommation locale qui est elle un petit peu en baisse. Voilà. Oui, les chiffres sont bons et les indicateurs sont très bons. Ça veut dire que l'hébergement, les activités, ça s'est bien passé. Il y a une bonne dynamique. Par contre, je sais que la restauration a beaucoup souffert cet été. Il y a un souci de maîtrise du budget des ménages. Hein. C'est exactement ça. Voilà, alors il y a plein de facteurs qui peuvent aussi l'expliquer, mais en tout cas les chiffres, voilà, ce que vous disiez, les chiffres de fréquentation sont même très bons.
c'est important aussi qu'on définisse bien cette notion de saison estivale. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des chiffres qui sont consolidés, parce que d'une station à l'autre, comme vous pouvez aisément le comprendre, la saison estivale n'est pas la même, n'a pas la même durée. Je prends un exemple très concret. Prenez la station de Valoir en Maurienne. Dès que le col du Lac Galibier il est ouvert et qui permet de rejoindre donc la Savoie qui est la du Sud, on voit une affluence massive de vélos, de motos, de véhicules qui passent ce col parce que les points de vue sont juste spectaculaires en haut. Donc eux, ils ont une saison estivale qui est beaucoup plus longue, entre mi-juin jusqu'à fin septembre, voilà. Par rapport à une station qui serait en fond de vallée, qui elle c'est juillet-août. C'est toute la difficulté de votre poste en fait, Vincent Gey, à France Montagne, parce qu'il faut un petit peu développer tout ça. Comment vous allez développer l'activité touristique en station sur la totalité de l'année, Vincent Gey? Alors oui, on est revenu pendant un moment donné, c'est vrai ce que vous disiez. Il y a une tendance à dire qu'il faut que la montagne soit, vous connaissez la montagne blanche, la montagne hivernale, vous connaissez la montagne verte estivale, et puis il y avait cette tendance 4 saisons. Aujourd'hui, on est revenu un petit peu, et on essaye de remplir la saison estivale, mais on voit que cette part de l'été commence à prendre de l'ampleur. On n'est pas encore sur les chiffres hivernaux, bien entendu, et puis je pense qu'on ne le saura jamais, mais en tout cas, on voit qu'on grossit de plus en plus. Je vous donne aussi un autre exemple, c'est que la canicule qu'on a eue ces dernières semaines, ça agit comme un accélérateur incroyable. En 2 semaines, il faut bien que les réservations, elles ont bondi de 6 points pour un séjour sur les 3 dernières semaines. Donc c'est vraiment des progressions qui sont exceptionnelles avec l'attrait, on a la climatisation naturelle en montagne, donc ça permet aux gens... c'est vraiment comme ça qu'on le présente, mais vous avez ce bol d'air frais qui permet d'être bien et de se sentir apaisé. Alors c'est des chiffres effectivement et des rebonds sur les offres de dernière minute. Comment on bâtit une stratégie durable sur plusieurs années pour justement essayer de remplir aussi bien l'hiver qui souffre du réchauffement climatique que l'été qui est favorisé par le réchauffement climatique visiblement en montagne? Alors on l'explique, c'est vrai que cette montagne elle est vivante, vous avez raison, il y a le réchauffement climatique, les ailes de saison peuvent être plus compliquées à remplir, mais en tout cas quand on fait le bilan des dernières saisons, les fréquentations hivernales sont excellentes, et là les premiers indicateurs pour l'hiver qui arrive sont déjà très bons, les gens réservent de plus en plus tôt, et c'est très très bien, ça veut dire que l'attrait pour le ski ou les sports d'hiver est encore très marqué, notamment aussi sur les jeunes générations. Après, comment on bâtit l'offre? On a la première des choses, c'est les paysages. Vous avez des choses qui est unique, ce sont des montagnes. Et puis, vous avez aussi une reconnaissance des nouveautés de trail, bien avec des vélos électriques, qui vont terminer aussi des gens qui ont plus de sport, qui ont plus de vélos, de pouvoir en reprendre, de pouvoir aller à plein de kilomètres, aller à plein de objectifs. Et ça fait énormément bien. Aujourd'hui, tous les trails mettent de moins en moins en avant. Est-ce que vous arrivez à attirer les travailleurs, les saisonniers, les jeunes? On sait qu'il y a un problème pour les faire venir en restauration par exemple, il y a aussi un problème de logement pour les accueillir. Est-ce que ça on arrive finalement à résoudre ce problème aujourd'hui? Alors, pas totalement, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué, mais les collectivités locales, c'est un programme incroyable pour les attirer, les faire venir, les fidéliser, surtout d'une année à l'autre. Mais c'est un problème qui est récurrent chaque année. Par contre, l'attrait à la montagne, il est quand même là. Même si on a un petit peu de mal, on peut avoir du mal, il y a quand même des entreprises qui gardent la haine, bien sûr. Vincent Gey, j'ai une toute dernière question et je la pose à l'ancien champion olympique de biathlon que vous êtes, un titre que vous avez obtenu en 2010. Vous avez aussi travaillé sur les JO 2030. On a vu le succès des Jeux l'année dernière. J'aimerais une réaction à l'incroyable chute, le désintérêt des entreprises aujourd'hui, quelques mois après ces Jeux, pour les budgets du sport, tout simplement, ce désintérêt pour le sport. Est-ce que le sport est le parent pauvre des budgets des entreprises et de l'État cette année? Alors c'est une frustration, bien sûr, de voir ces budgets du sport en berne. Ça c'est clair, quand on est amoureux de sport. Mais on sait que derrière le sport, c'est les grands facteurs de l'écosystème, c'est l'obésité, c'est l'activité, c'est le bouger, c'est la désintoxication des enfants aux écrans, c'est les emmener en forêt. Vous savez, moi je suis père de famille, j'ai 2 enfants
une fille et un garçon, comme ils font que de se chamailler, quand on les emmène faire du sport, quand on les emmène marcher, se balader en montagne, c'est le seul moment où ils ne se bagarrent pas, où les marmottes où ils sont bien. Et aujourd'hui, ça servait aussi ça, les Jeux de Paris. C'était cette révolution pour faire bouger les gens. Je crois que c'est important dans cette société qui se sédentarise un petit peu plus. Donc c'est une énorme frustration de voir ça. Voilà. Merci beaucoup Vincent G d'avoir été avec nous ce matin en direct, directeur général de France Montagne dans la matinale de l'économie. Tout de suite le retail. Good Morning Business, Morning Retail. Après s'être installé il y a 2 ans en France, le numéro 2 du poulet frit Popeyes ouvre maintenant son flagship à La Défense. Quelles ambitions pour la chaîne de fast-food? Réponse avec Eva Jaco. Oui, après New York la semaine dernière, on reste dans une ambiance américaine ici avec le spécialiste du poulet frit originaire de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. C'est ici sur le parvis de La Défense que Popeye ouvre son 4e restaurant dans la capitale, à l'entrée du centre commercial Westfield l'Écatan, non loin d'ailleurs de ses concurrents. Après 23 restaurants et dark kitchen, ce nouveau restaurant se veut la vitrine de la marque en France avec tout l'univers de Popeye. C'est ce qu'on va découvrir. 2 étages et 560 mètres carrés de surface. C'est le plus grand restaurant Popeyes ici en France, avec un décor plus coloré qui se retrouvera d'ailleurs dans toutes les prochaines ouvertures de la marque, avec toujours ce code couleur du turquoise et du orange. Ici, c'est près de 1500 clients qui viennent chaque jour pour déguster les burgers au poulet mariné ou encore les tenders de poulet épicé. C'est justement ce qui attire les clients à l'image de Kiran. J'ai découvert Popeyes grâce aux réseaux sociaux, sur TikTok plus précisément. Olivier Rigaud, bonjour, vous êtes à la tête de Popeye en France. Pourquoi s'installer dans un centre commercial pour un tel lieu? Alors, déjà parce que c'est un énorme centre commercial, donc en termes de trafic, c'est le 2e de France, c'est aussi le 2e centre d'affaires européen, donc ça génère un trafic énorme et c'est très important pour une marque comme la nôtre qui a des ambitions nationales de venir s'implanter dans un lieu pareil. Est-ce que les produits stars des États-Unis sont les mêmes ici en France? Alors évidemment, le best-seller, ça reste notre chicken sandwich, donc c'est une recette qui est super simple mais très bonne, à un prix très accessible. On a 15% des clients qui mangent ici qui en prennent un quand ils viennent déjeuner chez nous dîner. Alors Popeye avait déjà essayé de s'installer en France en 2018, ça n'avait pas marché. En 2023, et il se trouve que ça fonctionne. Pourquoi selon vous? Alors il y a 2 éléments. Tout d'abord le marché, on est sur un marché qui est porteur. Aujourd'hui on a 72% des instants de consommation, restauration qui se font en restauration rapide. Et ensuite la protéine poulet est une protéine qui reste toujours en croissance. La deuxième chose aussi, c'est le positionnement de la marque. On l'a recentré sur l'ADN de Popeyes, la soul food, avec une carte réduite. Vous voulez ouvrir 300 restaurants d'ici à 2032. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? On recentre notre développement sur 2025-2026 sur les grands centres commerciaux et aussi sur les cœurs de ville. Et puis ensuite, à partir de 2027, donc avec l'ouverture notamment à la franchise, on redéploiera le format de rêve. Pourquoi vous n'aviez pas pu aller plus tôt en centres commerciaux? Qu'est-ce qui bloquait? En fait, il a fallu prouver au bailleur la valeur ajoutée de notre enseigne et ce qui nous différenciait de nos principaux concurrents. Et c'est vrai que ça, on l'a prouvé à Lyon-Part-Dieu, donc avec une augmentation de la valeur de chiffre sur le centre commercial. Popeyes était géré par Napacaro en France. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors c'est vrai que Napacaro a servi d'incubateur, ça nous a donné des facilités logistiques d'approvisionnement au début. Aujourd'hui, Popeye est 100% indépendant et c'est complètement structuré en ce sens. L'année dernière, Popeyes a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. L'ambition cette année, c'est de doubler ce chiffre. La France représente également le plus gros marché européen et devrait prendre la 2e place derrière les États-Unis. Au total, la marque compte 4500 restaurants dans le monde, majoritairement bien sûr aux États-Unis, mais l'Europe reste tout de même une priorité pour la marque qui s'est également lancée en Italie l'année dernière. Voilà, Eva Jaco, le reportage. Restez avec nous dans un instant, le journal de 8h. On va revenir sur cette possible rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'est la seule chose concrète qui est ressortie de la réunion de Washington hier. On va y revenir dans les détails dans un instant. Restez avec nous. BFM Business présente la matinale de l'économie. Good Morning Business. Sandra Gandon. Il est 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine dans les 2 prochaines semaines. Accord de principe donné de la part des 2 présidents. C'est en tout cas ce qui ressort à peu près de concret de la réunion d'hier à Washington.
Washington. Pas encore de garantie de sécurité. Le cessez-le-feu a disparu. Les concessions territoriales n'ont pas été évoquées. Un gros scepticisme du côté d'Emmanuel Macron. On va voir ça dans le détail avec Antoine Lard et Caroline Loyer. Et puis on reviendra aussi tout à l'heure sur cette offre unique pour reprendre Carmat. Information BFM Business, l'investisseur Pierre Bastide s'engage à apporter 150 millions d'euros sur 5 ans pour sauver le fabricant français de cœur artificiel. On y reviendra tout à l'heure. Laura Cambo, les autres titres. La production d'une centrale EDF dans le Nord réduite vers un plus grand contrôle des diagnostiqueurs énergétiques et puis de plus en plus de milliardaires grâce à l'intelligence artificielle. Dans la prochaine heure, Anthony Morel reviendra sur cette fraude contre la nouvelle version de ChatGPT qui s'est un peu précipitée, plus austère, pas plus efficace. Ce sera Culturia à 8h15. Et puis, c'est peut-être la technologie qui va permettre de résoudre le problème des déchets nucléaires. Un réacteur nucléaire à sel fondu. Stellaria sera notre invité French Tech à 8h20. La matinale de l'économie, c'est parti, soyez les bienvenus. Good Morning Business, le journal. À la une, ce sommet à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et les Européens, Laura. Mais le président ukrainien de retour dans le bureau ovale, 6 mois après l'altercation historique, accompagné cette fois de 6 dirigeants européens qui ont tout fait pour mettre Donald Trump dans les meilleures dispositions après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. On a remarqué cette avancée principale. Trump a appelé Poutine et a annoncé qu'une rencontre entre Zelensky et le chef du Kremlin aurait bien lieu. Oui, c'est la principale annonce de ce sommet. Trump a réussi à mettre sur pied une rencontre entre Poutine et Zelensky. Alors il n'y a pas encore de lieu ni de date, mais les deux présidents, ukrainiens et russes, ont donné un accord de principe, accord à demi-mot néanmoins du côté du Kremlin. C'est un tour de force à mettre au crédit de Trump. Le président américain dit que seule une discussion directe entre Poutine et Zelensky peut permettre d'arrêter la guerre. Pour le reste, sur le fond, il y a eu assez peu d'avancées. Trump est resté très vague sur les garanties de sécurité, notamment que les États-Unis pourraient apporter. Il parle d'une coordination avec les Européens, une formule très floue. Et puis surtout, les Européens n'ont pas réussi à convaincre Trump de la nécessité d'un cessez-le-feu, alors que c'était sa grande priorité il y a encore une semaine. Trump, depuis qu'il a vu Poutine en Alaska, dit que ça n'est plus nécessaire et que l'objectif, désormais, c'est un traité de paix. Et ça n'est pas acceptable pour les Européens parce que ça veut dire négocier cet accord sous la pression des bombardements russes. De façon plus générale, on notera enfin que Zelensky a retenu la leçon après l'humiliation qu'il avait subie dans le bureau ovale. Hier, il a multiplié les flatteries et les éloges à l'attention de Trump. Il a même abandonné sa traditionnelle tenue militaire que Trump, il y a 6 mois, avait jugée irrespectueuse. Antoine Lard depuis Washington. Caroline Loyer, vous êtes notre chroniqueuse internationale. Concrètement, qu'ont obtenu les Européens? Alors commençons par les garanties de sécurité. C'est surtout pour cela que les Européens avaient traversé l'Atlantique. Donald Trump reste vague. Antoine Lard l'a dit. Washington s'engage simplement à ce stade à coordonner les efforts et les moyens qui seront mis en œuvre par les Européens. Donc c'est à nous de faire le plus gros du travail, concrètement. Donc c'est la seule certitude. On n'en sait pas plus. Les garanties de sécurité seront formalisées d'ici 10 jours, nous dit Volodymyr Zelensky. Pas de précision non plus concernant l'offre de protection similaire à celle prévue par l'article 5 du traité de l'OTAN. En revanche, on note que cette fois, à l'inverse de ce qu'il a pu faire ces derniers mois, Donald Trump n'a pas formellement exclu l'envoi de troupes américaines au sol. Autre sujet majeur dont les Européens voulaient discuter, la nécessité d'un cessez-le-feu. Le chancelier allemand a particulièrement insisté sur ce point. Pour être honnête, nous voulons tous voir un cessez-le-feu. Je ne peux pas imaginer que notre prochaine rencontre puisse se tenir sans un cessez-le-feu. Nous devons travailler sur cela et mettre la pression sur la Russie, car la crédibilité de nos efforts que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dépend au moins d'un cessez-le-feu. Friedrich Merz extrêmement ferme, vous l'avez entendu, on a frôlé la crise diplomatique. Donald Trump qui était extrêmement détendu jusqu'à ce moment-là, souriant, a cessé de sourire. Il s'est empressé d'affirmer que les 6 accords de paix qu'il a négociés jusqu'à présent n'incluaient pas de cessez-le-feu. C'est erroné, mais personne autour de la table n'a osé le contredire. Pas question d'évoquer non plus l'épineux sujet des concessions territoriales. Les Européens préfèrent y aller par étapes. Ils n'ont pas obtenu grand-chose concrètement, mais au moins les discussions
avancent. Ils n'ont pas non plus braqué Donald Trump et ça, ce n'était pas garanti. Merci beaucoup Caroline. En France, une page énergie, EDF annonce qu'il devrait réduire sa production d'énergie nucléaire dans le Nord cette semaine. La faute au faible niveau des eaux de la Meuse qui affectera le débit de la production de la centrale de Chaux dès vendredi. Une réduction qui ne posera pas de problème à long terme selon les experts. Et puis on en vient à cet arrêté pour mettre fin aux fraudes des diagnostics énergétiques. À partir du 1er octobre, les diagnostiqueurs seront limités, maximum de 1000 DPE par an, soit 4 par jour ouvré. Une façon de lutter contre les abus. Parfois, les professionnels font le diagnostic trop rapidement, 30 minutes au lieu de 2 heures et à des prix cassés, 50 € au lieu de 150. Et on en parle avec vous, c'est Dieren. Vous êtes fondateur et président de Diagadom, expert en diagnostic immobilier. Sur la forme, déjà, c'est une mesure qui a été prise au cœur de l'été et vous l'avez appris au dernier moment. Oui, bonjour, effectivement, comme d'habitude avec les réformes et les normes au niveau du diagnostic, c'est dur dernièrement. Mais comme vous l'avez dit, en fait, 1000 DPE par an, ça fait à peu près 4 DPE par jour ouvré. Chez Diagadom, c'est déjà la limite, parce qu'au-delà, c'est un peu compliqué de faire de la qualité. Comme vous l'avez dit, je rappelle qu'il y a des diagnostiqueurs qui font à peu près 8 diagnostics par jour pour compenser en fait le fait qu'ils font des prix bas. Et lorsqu'on fait un DPE, on ne fait jamais un DPE seul. On fait les autres diagnostics. En moyenne, un diagnostic immobilier, l'intervention, ça prend à peu près 1h30, 2 heures. Si on rajoute à cela en fait le trajet plus radar fixe à 1000 mètres. Les rapports, ça fait déjà des bonnes journées bien chargées. Donc à 4 diagnostics par jour, c'est très bien. Et nous avons rappelé ça en fait lorsque nous avons rencontré les députés Lionel Cos et Daniel Labaronne, qui avaient un temps incompressible en fait d'intervention et que c'était important en fait de limiter radar fixe à 500 mètres. En fait, le temps. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'un diagnostic de performance énergétique, ça prend en moyenne 35 à 41 minutes de réalisation sur le terrain. Et lorsqu'on fait un diagnostic complet, comme j'ai dit, radar fixe à 100 mètres. C'est à peu près 2 heures d'intervention. C'est bien cette réforme. Oui. Oui, je vois bien, vous avez raison. Sur le fond, vous êtes d'accord avec la mesure. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a plein de diagnostiqueurs finalement qui ne se rendent pas dans les appartements ou dans les maisons. Donc ça va faire le tri. Est-ce que c'est suffisant pour autant pour, entre guillemets, assainir cette profession? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'organise aussi davantage? Si, bien sûr. En fait, on va dire que c'est déjà une bonne mesure qui va freiner certaines pratiques, qui va freiner la pratique des DPE qui sont faits à distance, des DPE qui sont faits à la va-vite vraiment en 15 minutes. Et ça va freiner aussi un autre phénomène, c'est celle des sociétés qui utilisent en fait une seule certification pour plusieurs personnes. Donc vous voyez, il y a des pratiques comme ça qui font que les Français ont perdu confiance envers les diagnostiqueurs. Donc c'est déjà une bonne réforme. Maintenant, c'est pas suffisant. On attend les autres, on attend le QR code, on attend la géolocalisation qui va aussi permettre d'assainir encore plus la profession et d'apporter un peu plus de confiance. Merci, c'est Dieren, fondateur et président de Diagadom. Et pendant ce temps, les professionnels de la rénovation sont dans les starting blocks, Laura. Oui, alors que MaPrimeRénov' est suspendu pour les travaux d'ampleur depuis fin juin, le dispositif fera son grand retour fin septembre. Et attention, car pour pouvoir en bénéficier, il faudra aller très vite. Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu, seuls 13 000 dossiers seront acceptés. Marie-Cœur de Roy. C'est une course contre la montre qui va démarrer le 30 septembre prochain, date de réouverture du guichet MaPrimeRénov' pour les rénovations globales. Contrainte budgétaire oblige, le gouvernement a donc décidé de limiter le nombre de projets financés. 13 000 seulement seront acceptés, alors que 35 000 ont déjà été validés au premier semestre et plus de 60 000 sont toujours en cours de validation. 13 000 opérations potentielles pour les rénovateurs et pas forcément les plus simples à boucler, car le gouvernement a également nettement réduit les montants d'aide et décidé de privilégier encore davantage les ménages les plus modestes. Et encore, pour eux, l'aide publique qui pouvait aller jusqu'à 63 000 € avant la suspension n'ira plus que jusqu'à 32 000 € au mieux, c'est-à-dire si les travaux réalisés leur permettent de gagner au moins 3 notes de performance énergétique. Pour seulement 2 notes de gagné, l'aide se limitera à 24 000 € dans le meilleur des cas. Notez également que seuls les logements E, F
FG seront désormais éligibles à MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur. L'intelligence artificielle voit grand, notamment OpenAI, qui vise une valorisation plus importante, Laura. Oui, à 500 milliards de dollars, soit 66% de plus qu'aujourd'hui. Et il n'y a pas que la maison mère de ChatGPT dont la valorisation grandit. Plus généralement, Mathilde Chaminade, les startups liées à l'IA explosent. Oui, c'est principalement dû aux valorisations records de certaines startups ces dernières années, parfois de plusieurs millions, voire milliards de dollars. Aujourd'hui, on dénombre près de 500 licornes liées à l'IA pour une valeur totale de 2700 milliards de dollars. Une émergence rapide, près d'un cinquième de ces entreprises ont été fondées il y a moins de 2 ans. Et puis sans forcément atteindre le milliard, on compte aujourd'hui plus de 1300 startups liées à l'IA, valorisées à plus de 100 millions de dollars. Et cette montée en puissance du secteur enrichit les actionnaires, les fondateurs. Selon Bloomberg, 4 des plus grandes entreprises privées d'IA ont déjà créé au moins 15 nouveaux milliardaires. Qui sont les nouveaux milliardaires, Mathilde? Ça nous intéresse. Parmi ces nouvelles fortunes, on retrouve par exemple Michael Trell, le PDG de la startup Anysphere, qui a levé près de 10 milliards de dollars en juin. Quelques semaines plus tard, la startup était valorisée entre 18 et 20 milliards de dollars. Autre exemple, Mina Mourati, après avoir travaillé chez OpenAI, elle fonde en février Thinking Machines Lab. Près de 2 milliards de dollars sont levés quelques mois plus tard, boostant la valeur de l'entreprise à 12 milliards de dollars. L'IA entraîne une nouvelle vague de création de richesses historiques, mais attention, la valorisation d'une entreprise, mon côté, reste une variable volatile. Certaines entreprises peuvent valoir des milliards et se voir tout perdre du jour au lendemain. Merci beaucoup. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N4 en direction de Strasbourg-Saverne. Mathilde Chaminade. Et puis encore une prouesse de l'IA. Un nouveau système de pièges anti-moustiques est testé en ce moment dans la ville de Nice. Système qui est soutenu par l'Agence régionale de santé et par la région PACA. Système qui est unique en France. Reportage Astrée Olivier et Flavie Vélas. Et vous pouvez voir les 490 captures qui sont là. Le scientifique agite un filet rempli de moustiques tigres. Ils ont été capturés dans un appareil de la taille d'une petite poubelle grâce à une technologie qui imite l'odeur et la respiration des êtres humains. Doté de l'intelligence artificielle, ce piège capture seulement les moustiques. Au rond-point, prendre N4. Tigres, les Aedes de leur nom scientifique, explique l'entomologiste Hamza Lolmi qui a conçu ce dispositif. Dans 500 mètres, prendre E25 A4 vers Saverne, Haguenau légèrement à droite. Il affiche le nombre de captures des Aedes femelles, donc il y en a 155 aujourd'hui. De l'Aedes mâle aussi, il y en a près de 200 Aedes mâles qui sont capturés. Appelé Vitrac, ce système est accompagné de 62 pièges pondoirs semblables à des petits seaux recouverts d'épais couvercles transparents. Ils attirent les femelles et sont placés de manière stratégique. Nous, on ne déploie pas les pièges pondoirs de façon hasardeuse comme ça, mais suite à une étude entomologique et cartographique pour pouvoir cibler les zones d'intervention. Tous les 15 jours, les moustiques sont recensés afin de cibler de nouvelles zones de prolifération. Pour 80 moustiques attrapés dans les pièges, ce sont 200 000 moustiques tigres évités. 8h12, les marches. Prendre E25 légèrement à droite. La tendance à 3 quarts d'heure de l'ouverture. Continuez sur E25 pendant 43 km. Julie. Eh bien, c'est du vert, Sandra, qui est attendu avec les contrats futurs du CAC qui pressent une hausse autour de 7922 points. Un CAC qui s'inscrit dans la lignée des autres bourses mondiales qui attendent des avancées concrètes après la réunion qui s'est tenue hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner autour de 0,08% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse autour de 0,05% pour le DAX à Francfort et de 0,11% pour le FTSE à Londres. Mais l'événement le plus attendu de la semaine par les investisseurs, c'est évidemment le colloque de Jackson Hole qui se tiendra à partir de jeudi et qui réunit la crème des banquiers centraux. Jérôme Powell prononcera un discours attendu vendredi, un discours qui, selon certains observateurs, pourrait bien façonner les attentes quant à l'orientation future de la Fed. Sur le papier, les experts s'attendent toujours à une réduction des taux lors de la prochaine réunion prévue en septembre. Merci beaucoup, Julie. Culturia, tout de suite.
ChatGPT a déçu les utilisateurs. Alors je rappelle un petit peu le contexte parce que c'est les vacances, tout le monde n'a pas forcément suivi. Il y a 10 jours, il y a la nouvelle version de ChatGPT, donc GPT-5, qui est sortie. On nous promettait un truc incroyable, on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait être des performances de pointe en programmation, en maths, en aide à la rédaction, en conseils médicaux. Sam Altman disait, c'est comme si vous aviez une équipe de doctorants dans votre poche, rien que ça, sauf qu'à l'utilisation, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Deux critiques majeures, d'abord sur la fiabilité du modèle, beaucoup d'erreurs et surtout des erreurs très basiques. Cette IA, elle a été prise en flagrant délit de stupidité, si l'on peut dire. Il y a des internautes qui lui ont fait faire des tests de maths, des trucs mais vraiment de maternelle sur lesquels l'IA s'est trompée, des choses assez simples, dessine-moi une carte des États-Unis, la carte était ni fait ni à faire, enfin ce genre de choses quoi. Donc c'est un petit peu, ça la fout mal, on va dire, pour un modèle qui est censé être révolutionnaire. Et le deuxième reproche qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est sur la personnalité de cette IA. C'est-à-dire que les réponses qu'elle fait, eh bien elles sont plus robotiques, plus froides, plus impersonnelles, là où la version précédente, ChatGPT 4o, était considérée comme très chaleureuse. On avait presque l'impression d'être en train de discuter avec un être humain. Là, on se retrouve face à un outil très froid et rationnel. C'est étonnant, mais ça veut dire que OpenAI va devoir revoir sa copie? Oui, clairement. Alors, ils ont déjà commencé à le faire. D'abord, pour les abonnés payants, ils ont à nouveau accès à l'ancienne version. C'est jamais très bon signe. Quand vous sortez un nouveau produit, oui, non, mais vous inquiétez pas. C'est pas très cohérent. Voilà, c'est pas génial. Bon, et puis, ils ont dû changer la personnalité de l'IA. Alors, ils ont essayé de rassurer les utilisateurs en disant non, mais ça. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un équilibre assez compliqué à trouver. Parce que le fait d'avoir une IA qui était un petit peu plus impersonnelle et un peu plus froide, en fait, c'était un choix assumé d'OpenAI. Pourquoi? Parce que les versions précédentes étaient considérées comme étant trop flatteuses. Et c'est vrai que moi, j'en avais fait l'expérience. Je sais pas pour vous, mais quand j'utilisais ChatGPT, j'avais l'impression que l'IA me brossait toujours un peu dans le sens du poil. C'est génial, oui, super et tout, donc très encourageante. Sauf que, ça peut être un petit peu problématique. Ça peut être en tout cas une pente dangereuse parce que elle va nous conforter dans des opinions qui peuvent être fausses ou dans des penchants, ou même certains s'en servent comme une sorte de béquille émotionnelle, donc il va toujours dire oui à tout. C'est pas forcément très sain au bout d'un moment. Et donc ils se sont dit, on va revenir en arrière là-dessus. Sauf qu'on se rend compte que les utilisateurs, en tout cas beaucoup d'utilisateurs, disent non, mais nous, on veut plus seulement un outil, on veut avoir un confident, on veut avoir un ami. Et donc ils sont en train de revenir un peu à ça. Il y a peut-être une peur du procès là-dedans, plus que dans un réel intérêt pour notre santé mentale. En tout cas, OpenAI est allé trop vite. Il y a eu peut-être aussi trop d'attentes. Il faut faire gaffe à ces annonces en fait. Oui, c'est vrai. C'est un produit qui a été faire un anglicisme, mais overhypé, comme on dit, on est un peu survendu, on pourrait le dire comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc auquel il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a une telle course effrénée à l'intelligence artificielle avec des annonces toutes les semaines qu'on peut vite se laisser prendre par la communication de ces entreprises. Il faut accepter aussi qu'on va pas réinventer la roue tous les 6 mois et qu'il va pas y avoir des révolutions technologiques tout le temps, même quand on nous les promet à grands coups de communiquer. Je ferai la comparaison avec Apple. Apple, c'est vrai que dès qu'il y a un nouvel iPhone, tout le monde s'emballe. Le nouvel iPhone. On attend les keynotes. Voilà, on attend les keynotes, mais tous les modèles ne sont pas révolutionnaires. Tout Sam Altman ou tout Tim Cook qu'on soit, on peut pas faire la révolution tous les 6 mois. L'avantage du nouveau ChatGPT, c'est qu'on peut pas débourser 1 500 € pour tester le nouveau modèle. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est moins cher. C'est un peu moins cher. Ça coûte moins cher. Merci Anthony, vous restez avec moi. Dans un instant, on va peut-être trouver la solution aux déchets des centrales nucléaires. C'est Stellaria et son cofondateur Nicolas Breton qui sera sur ce plateau. À tout de suite. Good Morning Business, French Tech. On n'a pas commencé à faire une époque avec Anthony Morel, on est déjà passionné par le sujet. C'est Nicolas Breton qui est avec nous dans la French Tech, cofondateur et président de Stellaria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. On parle ici de réacteurs nucléaires à sel fondu, le Stellarium. On a peut-être trouvé une solution aux déchets nucléaires. C'est ça qui est très intéressant. Dites-nous comment ça fonctionne, le Stellarium. Alors, le Stellarium, c'est un réacteur à sel fondu. Donc, c'est un réacteur avec un cœur qui est liquide, homogène, dans lequel on va mélanger des combustibles fissiles et des matières fertiles. Ces matières fertiles, on peut les transformer en matières fissiles au fur et à mesure. C'est ça qui donne une autonomie de plus de 20 ans à nos réacteurs. Aujourd'hui, les réacteurs, ils fonctionnent avec quelle énergie? Fissile ou fertile? Alors, tous les réacteurs fonctionnent avec de l'énergie fissile, mais en revanche, on est capable de transformer dans un réacteur à neutrons rapides des atomes fertiles en atomes fissiles. Pour prendre un exemple pour les gens qui ne sont pas dans le nucléaire, j'aime bien prendre l'exemple de la combustion. Donc vous avez du bois sec et du bois mouillé dans le réacteur. Le bois mouillé doit être transformé en bois sec et après le bois sec peut brûler. Donc chaque atome fissile qui est coupé en deux, produit de la chaleur, et il est remplacé par un atome fertile qui devient un atome fissile. Et c'est comme ça qu'on est capable d'entretenir la réaction en chaîne pendant plus de 20 ans. Et alors, c'est
même type de combustible que dans les centrales classiques? On utilise de l'uranium ou est-ce que c'est d'autres types de matériaux? Alors en fait, on est multicombustible. Ça, c'est une vraie innovation de Stellaria. C'est-à-dire que non seulement on peut utiliser de l'uranium classique, un peu enrichi, ce qu'on appelle le HALEU, et qu'on va transformer petit à petit en uranium-plutonium et qu'on peut ensuite transformer en énergie totalement renouvelée, donc en combustible renouvelé au fil du temps, ou alors on utilise des combustibles usés des centrales existantes. Ah oui, donc voilà, on peut prendre les combustibles usés des centrales existantes, on passe par notre partenaire Orano à La Hague qui va produire des sels à partir de l'uranium usé et de plutonium issus des centrales existantes, et ça c'est notre combustible. Et est-ce que ça veut dire que alors pardon, mais parce que c'est le gros argument des antinucléaires, c'est le fameux, parce qu'ils sont des déchets. Dire qu'il faut les stocker. Donc là, on en a déjà qui sont stockés aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait réutiliser ceux qui sont déjà stockés et puis les détruire une bonne fois pour toutes en fait? Alors tout à fait. En fait, les piscines sont quasiment pleines aujourd'hui. Donc il y a deux types de matières. Il y a des matières utilisables, usées, avec de l'uranium appauvri, de l'uranium usé et du plutonium. Donc ça, c'est des matières qui sont immédiatement utilisables. Et puis dans un deuxième temps, on va pouvoir retraiter ce qu'on appelle les actines mineures, qui sont les déchets de haute activité à vie longue, qu'on va pouvoir, nous, dissoudre dans notre sel pour une utilisation et pour les brûler. Donc on brûle à peu près 30% des actines mineures tous les 20 ans. Il reste plus rien à la fin, il n'y a vraiment plus du tout de déchets. Donc il y a forcément des produits de fission. Donc les produits de fission, c'est tous les atomes qui ont été coupés en deux, mais leur durée de vie n'a rien à voir avec des actines mineures. Donc les produits de fission, c'est maximum 300 ans, et c'est une toute petite partie des déchets actuels. On va voir comment vous allez construire ce réacteur, parce que vous en êtes là pour le moment. Il faut construire ce premier réacteur. Concrètement, quand il sera construit, quand ils seront construits, vous les mettrez où? À la place des centrales nucléaires actuelles qui vieillissent, ou dans d'autres sites? Alors il y a différents marchés. On a un premier marché qui est un marché data center, puisque les data centers ont besoin d'une énergie durable et soutenable sur des dizaines d'années. On est capable de rendre un data center totalement autonome en énergie pendant toute la durée de vie de son installation. Donc un data center aurait sa petite centrale nucléaire adossée en fait qui permettrait de le faire tourner. Tout à fait. Alors l'électricité se transporte, donc ou alors adossée à côté, ou alors un peu plus loin. Mais ça permet de décarboner totalement les data centers, y compris les data centers IA de grande taille. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit en France. On a une vision de l'électricité qui est très centralisée avec des grosses centrales. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on voit que les GAFA sont de plus en plus en train d'investir maintenant dans le nucléaire pour avoir justement leurs petites centrales, leurs SMR qui sont directement accolées à leur data center ou à leur site tout à fait industriel. D'ailleurs, nous venons de signer un contrat commercial, notre premier contrat commercial avec Equinix, le leader mondial du data center, pour justement adosser des SMR au nouveau data center IA et les rendre durables. Alors vous avez levé 23 millions d'euros en juillet pour développer ce premier réacteur. Ça va être quoi le calendrier? Il va arriver quand? Alors on veut s'inspirer en fait du programme de réacteur neutron rapide qui a lieu dans les années 60 en France. Et j'ai beaucoup de respect pour nos aïeux qui ont fait un travail incroyable. Et donc on est humble, on sait qu'il faut passer différentes étapes. Première étape, ça sera une première fission dans un réacteur tout petit, de 50 cm par 50 cm, qui va permettre de montrer la sûreté intrinsèque du réacteur. Avec la dilatation du sel, on peut très rapidement arrêter et étouffer la réaction en chaîne à la vitesse du son. Donc ça c'est une innovation radicale dans le monde de la sûreté. On va montrer ça, première étape, en 2030. Au début des années 30, on va transformer ce réacteur en prototype. Et donc on va faire un démonstrateur beaucoup plus petit que le réacteur commercial, de l'ordre d'une dizaine de mégawatts thermiques, mais qui a exactement la même forme, beaucoup plus petit, qui va permettre dans une zone de recherche de valider l'ensemble du concept auprès des autorités de sûreté. Et enfin, en 2035, on va pouvoir construire le premier réacteur commercial. 2035, c'est pas si loin à l'échelle de nucléaire. En général, c'est des échelles de temps qui sont quand même assez longues. Est-ce qu'il y a la possibilité aussi derrière ça, et derrière l'exemple de votre entreprise, de créer
Pierre Carmat, le fabricant de cœurs artificiels. Et donc, c'est Pierre Bastide, le président du conseil d'administration de l'entreprise, qui a fait une offre. Elle va être examinée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Versailles. Astrid Olivier a pu la consulter. Pierre Bastide, déjà actionnaire à 20% de l'entreprise, veut sauver Carmat. Investisseur marocain et ancien dirigeant de Schneider, Valeo et Thomson, il met sur la table 1 million d'euros pour reprendre Carmat via sa société familiale belge. Il s'engage aussi à apporter 150 millions d'euros sur 5 ans, dont 40 millions d'ici janvier prochain. Pierre Bastide croit visiblement au succès de Carmat. Il a déjà investi 60 millions d'euros depuis 2017 et pour financer son rachat, il vient de mettre en vente un actif immobilier de prestige à New York. Seule solution pour remettre Carmat à flot, transplanter 500 cœurs par an. Mais avec seulement 42 opérations l'année dernière, Carmat est encore loin d'être rentable. Et pour y parvenir, Pierre Bastide promet d'augmenter de 15 à 20% le prix des cœurs. À quelques heures de l'audience, Stéphane Pillat, le directeur général de Carmat, est confiant. Il assure que ses équipes feront tout ce qu'il faut pour continuer, y compris travailler dans des conditions dégradées. Nous sommes sur le pont, dit-il, et pour cause, Pierre Bastide promet de reprendre tous les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité, soit les 138 salariés. Stéphane Pillat qui sera en direct demain dans notre matinale de l'économie à 8h15, le directeur général de Carmat. Lui aussi était en difficulté, mais le Danois Novo Nordisk a reçu une bonne nouvelle hier. Son produit phare contre l'obésité, le Wegovy, a été approuvé par les autorités sanitaires américaines pour une indication supplémentaire. Il pourrait être utilisé pour le traitement de la maladie du foie gras, maladie qui touche 5% des Américains. Premier feu vert pour un traitement de ce type. Émeric Lang, gérant chez Erasmus Gestion, est donc optimiste sur le titre. C'est un événement très important pour Novo Nordisk qui a été salué. Alors on est qu'au début, malgré la petite hausse, on est très loin des plus bien évidemment, et on est qu'au début, mais ce qui va être intéressant à suivre pour cette belle valeur européenne, c'est sa capacité à de nouveau innover. Le nouveau directeur général a annoncé qu'ils seraient les premiers à avoir la version cachée, de leur produit anti-confin. Et ça serait donc une avancée, et il devancerait Eli Lilly là-dessus, et donc ça serait une bonne nouvelle, et ça rassurerait le marché sur la capacité à innover. Donc on n'en est pas encore là, mais on voit quand même quelques petits signes d'amélioration sur Novo Nordisk qui nous donnent, nous, plutôt envie de racheter, de se renforcer sur cette valeur. L'actualité principale de la nuit, c'est évidemment cette rencontre hier à Washington et ce principe d'une rencontre qui serait acceptée entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Oui, annonce faite par Donald Trump au terme du sommet à la Maison-Blanche avec le président ukrainien et 6 dirigeants européens. Donald Trump a précisé que le lieu restait à déterminer. À noter cet échange marquant avant que ne commencent les discussions avec les Européens. Le président américain a parlé à Emmanuel Macron, moment capté à son insu par les caméras. On écoute Donald Trump, il s'exprime à propos du président russe. Je pense que Poutine veut conclure un accord. Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi, vous comprenez, aussi fou que cela puisse paraître. C'était un autre point crucial, les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Elles vont être formalisées par les Occidentaux sous 10 jours, selon Volodymyr Zelensky. Toujours d'après lui, les États-Unis participeront à l'effort. Pour l'heure, l'administration Trump parle de garanties similaires à celles promises par l'article 5 de l'OTAN, mais sans s'engager à envoyer des troupes sur le terrain. Alors Mathilde Chaminade, les Européens se préparent à prendre en charge cette sécurité de l'Ukraine? Oui, avec le soutien des États-Unis pour le partage de renseignements et le renforcement des défenses antiaériennes ukrainiennes. Côté européen, la France et le Royaume-Uni projettent d'envoyer une force de plusieurs milliers de soldats en Ukraine. La Suède, le Danemark et l'Autriche pourraient y participer également. Et une radar mobile à 1000 mètres. Mission de sécurisation des espaces aériens et maritimes est aussi prévue. Mathilde, est-ce que l'Europe a les moyens de mettre en œuvre ce plan? C'est compliqué. Récemment, Volodymyr Zelensky réclamait jusqu'à 150 000 soldats européens en Ukraine. Mais selon la presse britannique, Paris et Londres prévoient une force de moins de 30 000 militaires. Pour le Royaume-Uni, l'envoi de 5 000 soldats absorberait près de la moitié de radar mobile à 500 mètres. Ces troupes de terrain. La France pourrait en théorie envoyer 20 000 soldats, mais c'est sa capacité totale et pour cela il faudrait abandonner les autres opérations à l'étranger. Par ailleurs, la France et le Royaume-Uni sont dans des périodes de restrictions budgétaires et l'effort militaire européen en Ukraine pourrait s'étaler sur plusieurs décennies. Le matériel coûte cher, Mathilde. Oui, et l'Europe contribue largement à l'équipement militaire en Ukraine. Hier, justement, à la Maison-Blanche, selon le Financial Times, l'Ukraine a proposé, en échange de garanties de sécurité américaines, d'acheter encore 100 milliards de dollars
de matériel militaire aux États-Unis, un achat radar mobile à 100 mètres. Qui serait financé par les Européens. La France, elle, depuis le début du conflit, a envoyé plus de 3 milliards d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est presque l'équivalent de l'augmentation du budget de l'armée prévue pour 2026. Merci beaucoup Mathilde. Et vous vous en souvenez, avant cette réunion à Washington, il y avait eu la rencontre entre les présidents américains et russes en Alaska, rencontre qui n'avait rien donné sur le plan diplomatique. Mais en marge des pourparlers, Vladimir Poutine avait autorisé les investisseurs étrangers à revenir en Russie, notamment le groupe américain ExxonMobil. Alexandra Paget. Vendredi 15 août, quelques heures avant sa rencontre avec Donald Trump en Alaska, Vladimir Poutine paraphe un décret qui pourrait signer le retour d'investisseurs étrangers dans le projet pétrolier et gazier Sakhalin 1. Bonne nouvelle pour ExxonMobil qui détenait auparavant une part de 30% dans ce projet, mais le groupe américain avait dû se retirer précipitamment du marché russe au moment des premières frappes en Ukraine, en perdant au passage près de 5 milliards, tandis que les sanctions économiques prises contre la Russie contraignent Total Energy par exemple. Les relations commerciales semblent se renouer entre les États-Unis et la Russie sur le plan énergétique. En tout cas, outre Exxon, la société russe Rosneft, l'indien ONGC Videsh et le japonais Sodeco sont partenaires du projet d'exploration. Une production significative de 250 000 barils par jour devrait en sortir à terme. Deux autres projets, Sakhalin 2 et 3, fonctionnant sur le même principe, une part majoritaire à une société russe et des participations étrangères, sont en cours dans la même zone. La résolution du conflit se jouera sur l'énergie, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Adina Revol, qui était en direct dans notre matinale interview à retrouver sur notre site bfmbusiness.com, rubrique émission Good Morning Business. Et puis il y a d'autres entreprises qui sont touchées par la guerre en Ukraine, c'est le cas de Renault qui a entamé un virage dans la défense. Début juin, Sébastien Lecornu avait annoncé que le groupe avait été sollicité par le ministère des Armées pour fabriquer des drones pour Kiev. Les salariés ont d'abord été pris de court, mais maintenant ils sont nombreux à décrier le projet. Caroline Morisseau. Beaucoup de salariés nous ont interpellés. Ils ont signé pour fabriquer des voitures et pas des armes, explique un responsable FO. Certains veulent déjà savoir s'ils peuvent refuser une telle mission, confirme un délégué de la CGT qui a commencé à plancher sur le sujet. Un sujet d'autant plus sensible que, contrairement aux entreprises de la défense, Renault emploie beaucoup d'étrangers, des Russes et des Ukrainiens travaillent main dans la main sur les chaînes de production. Cela pourrait créer des tensions. D'autres, enfin, redoutent que Renault se retrouve au cœur de cyberattaques de plus en plus violentes. Ce ne serait pourtant pas une première. Pendant la Première Guerre mondiale, Renault fabriquait des obus, sauf qu'à l'époque, c'est la France qui était en guerre, pèse un responsable syndical. La direction sait à quel point le sujet est explosif. Les responsables hiérarchiques ont été sommés de s'en tenir à la communication officielle. Oui, l'entreprise a été contactée par le ministère des Armées, mais rien n'est acté. Selon un responsable syndical, ces drones pourraient dans un premier temps être produits sur son site en Slovénie, de quoi apaiser les tensions. Un mot sur cette trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et une conséquence, Laura. Les exportations chinoises de terres rares ont poursuivi leur reprise en juillet. Elles ont augmenté de 69% pour atteindre près de 6500 tonnes, le plus haut niveau depuis janvier. Et puis cette autre conséquence de la politique commerciale de Donald Trump, SoftBank renforce encore sa présence aux États-Unis. Le géant japonais annonce un investissement de 2 milliards de dollars dans le fabricant de puces américain Intel. Merci beaucoup Laura Cambou, les marchés. Julie, on est à 20 minutes de l'ouverture, quelle tendance? Et si on regarde les contrats futurs, c'est du vert qui nous attend pour le CAC et qui est pressenti à l'ouverture avec une hausse anticipée autour de 7922 points. D'après les premières indications disponibles, le CAC parisien pourrait gagner autour de 0,08% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,05% pour le DAX à Francfort, de 0,11% pour le FTSE à Londres et de 0,09% pour le Stock 600. Mais l'événement le plus attendu de la semaine par les investisseurs, c'est évidemment le colloque de Jackson Hole qui se tiendra à partir de jeudi et qui réunit la crème des banquiers centraux. Jérôme Powell prononcera un discours vendredi. Enfin, sur le volet des publications, on retrouve Home Depot qui ouvre le bal pour les distributeurs américains. Le numéro 1 mondial des magasins de bricolage et d'aménagement intérieur devrait confirmer la majeure partie de ses prévisions. Home Depot qui pourrait même afficher un chiffre d'affaires en magasin comparable en hausse à 1,3% selon Factset, soit la croissance la plus élevée depuis le troisième trimestre 2022. Merci beaucoup Julie, on vous retrouve pour l'ouverture juste après le flash de 9h dans un instant Morning Retail et surtout la chronique du monde qui bouge.
grâce aux réseaux sociaux, sur TikTok précisément. Olivier Rigaud, bonjour, vous êtes à la tête de Popeye en France. Pourquoi s'installer dans un centre commercial pour un tel lieu? Déjà parce que c'est un énorme centre commercial, donc en termes de trafic c'est le deuxième de France, c'est aussi le deuxième centre d'affaires européen, donc ça génère un trafic énorme et c'est très important pour une marque comme la nôtre qui a des ambitions nationales de venir s'implanter dans un lieu pareil. Est-ce que les produits stars des États-Unis sont les mêmes ici en France? Alors évidemment le best-seller ça reste notre chicken sandwich, donc c'est une recette qui est super simple mais très bonne, à un prix très accessible. On a 15% des clients qui mangent ici qui en prennent un quand ils viennent déjeuner chez nous au dîner. Alors Popeye avait déjà essayé de s'installer en France en 2018, ça n'avait pas marché. En 2023, là, il se trouve que ça fonctionne. Pourquoi selon vous? Alors il y a deux éléments. Tout d'abord le marché, on est sur un marché qui est porteur. Aujourd'hui on a 72% des instants de consommation restauration qui se font en restauration rapide. Et ensuite la protéine poulet est une protéine qui reste toujours en croissance. La deuxième chose aussi c'est le positionnement de la marque. On l'a recentré sur l'ADN de Popeyes, la soul food, avec une carte réduite. Vous voulez ouvrir 300 restaurants d'ici à 2032. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? On recentre notre développement sur 2025-2026 sur les grands centres commerciaux et aussi sur les cœurs de ville. Et puis ensuite, à partir de 2027, donc avec l'ouverture notamment à la franchise, on redéploiera le format de rêve. Pourquoi vous n'aviez pas pu aller plus tôt en centre commerciaux? Qu'est-ce qui bloquait? En fait, il a fallu prouver aux bailleurs la valeur ajoutée de notre enseigne et ce qui nous différenciait de nos principaux concurrents. Et c'est vrai que ça, on l'a prouvé à Lyon-Pardieu, donc avec une augmentation de la valeur de chiffre sur le centre commercial. Popeye, c'était géré par Napacaro en France. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors c'est vrai que Napacaro a servi d'incubateur, ça nous a donné des facilités logistiques d'approvisionnement au début. Aujourd'hui, Popeye est 100% indépendant et c'est complètement structuré en ce sens. L'année dernière, Popeye a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. L'ambition cette année, c'est de doubler ce chiffre. La France représente également le plus gros marché européen et devrait prendre la deuxième place derrière les États-Unis. Au total, la marque compte 4500 restaurants dans le monde, majoritairement bien sûr aux États-Unis, mais l'Europe reste tout de même une priorité pour la marque qui s'est également lancée en Italie l'année dernière. Le monde qui bouge tout de suite. Good Morning Business, le monde qui bouge. Avec vous, Caroline Noyer, elle nous occupe cette rencontre d'hier soir à Washington entre les dirigeants européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien que les Européens sont de bons élèves. Ils ont bien appris leurs leçons. Ces 7 derniers mois, les dirigeants occidentaux ont suivi un cours intensif de Trumpologie, peut-on lire dans les colonnes du New York Times. Ce matin, ils ont notamment appris l'art de la flatterie. C'est grâce à vous que nous en sommes là. Merci pour vos efforts en faveur de la paix, ont-ils répété à tour de rôle. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est rompu à l'exercice, a qualifié le président américain de pacificateur, pragmatique. Mais celui qui semble avoir tiré le plus d'enseignements, c'est bien Volodymyr Zelensky. On l'a constaté dès son arrivée. Le président ukrainien, à qui on avait reproché en février de ne pas porter de costume à la Maison-Blanche, avait troqué son t-shirt kaki pour un ensemble veste. Dans 600 mètres, restez sur la voie de droite pour continuer sur A4. Cette chemise noire, et cela n'a pas échappé à Donald Trump. J'adore, regardez-vous, lui a-t-il lancé en l'accueillant. On ne compte pas les fois où son homologue ukrainien lui a dit merci lors de sa dernière visite. On se souvient que J.D. Vance lui avait reproché de ne pas être assez... Restez sur la voie de droite pour continuer sur A4. Connaissant. Ils ont retenu les leçons sur la forme, ça c'est très clair. Sur le fond, est-ce qu'il y a eu des avancées, Caroline? Alors, ça dépend, vous voulez voir le verre? Continuez pendant 20 km. À moitié vide ou à moitié plein, on va être positif, ouais. À moitié plein. S'agissant des fameuses garanties de sécurité, Washington s'engage à les coordonner. Alors elles seront surtout fournies et mises en œuvre par les Européens. C'est à nous que revient le plus gros du travail, mais ça, ce n'est pas vraiment une surprise. On note que le locataire de la Maison-Blanche n'a hier pas formellement exclu l'envoi de troupes américaines au sol, contrairement à ce qu'il avait pu faire ces derniers mois. Pas plus d'informations à ce stade, pas plus de précisions non plus concernant une éventuelle protection similaire à celle prévue par l'article 5 de l'OTAN que Trump offrirait à l'Ukraine. Les garanties de sécurité seront formalisées d'ici 10 jours par les alliés. C'est ce qu'indique Volodymyr Zelensky. Est-ce que le cessez-le-feu existe encore?
Alors ça reste une des demandes des Européens, même si seul Emmanuel Macron et Friedrich Merz se sont risqués à le mentionner. Le chancelier allemand a particulièrement et fermement insisté sur ce point. Il en va de notre crédibilité. Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion ait lieu sans un cessez-le-feu. Travaillons en ce sens et essayons de mettre la pression sur Vladimir Poutine. C'est ce qu'il a déclaré. On a senti tout de suite un malaise dans la salle. Donald Trump qui apparaissait souriant, détendu. Jusque-là, c'est immédiatement crispé. Il s'est empressé d'affirmer que les 6 accords de paix qu'il avait déjà négociés n'incluaient pas de cessez-le-feu. Alors factuellement, c'est faux, mais personne autour de la table n'a osé le contredire. Les échanges ont ensuite repris comme si de rien n'était. On a besoin de Donald Trump, c'est ce que disait Dina Rivol tout à l'heure sur cette antenne. Et puis l'épineux sujet des concessions territoriales n'a pas été évoqué. Pas question pour les Européens de prendre des risques. Leur objectif, au-delà de tenter d'obtenir des engagements de la part de Donald Trump, c'était surtout de ne pas le braquer. Le président américain se prononce en faveur d'échanges de territoire depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agirait. Selon plusieurs sources, Vladimir Poutine chercherait à s'emparer par le biais de négociations de territoires que ses troupes n'ont pas réussi à conquérir jusqu'ici, notamment dans la région du Donbass. Le sujet est donc plus qu'épineux. Volodymyr Zelensky a préféré s'abstenir de tout commentaire hier. Le président ukrainien qui se dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine, qui serait organisée par Donald Trump. Mais les positions des dirigeants ukrainiens et russes sont toujours difficilement conciliables. La rencontre d'hier était donc globalement positive. Reste que le plus difficile reste à venir. Merci beaucoup Caroline Noyer. Le pitch tout de suite. Vous l'avez vécu sur BFM Business. Good Morning Business, le pitch. Le pitch ce matin, et on va parler cartographie 3D instantanée et IA avec Lionel Bouchard, cofondateur et directeur général de Tyndall-FX. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. Vous avez 1 minute pour pitcher Tyndall-FX. Merci, bonjour. Nous développons et commercialisons une solution qui permet de générer des terrains en 3D de façon instantanée à partir d'images de drone. Et ceci en fait directement depuis le terrain. Tout ce que vous avez besoin en fait c'est un PC portable ou une tablette et vous obtenez des cartes 3D directement en live. C'est un peu comme si vous aviez radar fixe à 1000 mètres. Google Earth, mais où les cartes 3D seraient directement générées pendant que les images sont capturées par un drone. Donc ça s'adresse à tous les opérationnels de terrain, la police, la gendarmerie, la sécurité civile, mais également les militaires, qui ont besoin d'avoir de prendre des décisions en fait de façon très rapide, là où normalement la 3D ça prend des heures, et souvent c'est radar fixe à 500 mètres. Nécessite un accès Internet, etc. Notre solution ne nécessite pas d'accès Internet, elle marche dans toutes les zones isolées. Et par ailleurs, on peut également, avec de l'intelligence artificielle, analyser le terrain de manière à arriver à identifier des menaces ou des dangers pour, encore une fois, les forces opérationnelles. Radar fixe à 100 mètres. Le pitch est terminé. Anthony Morel. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des cas d'usage très concrets où votre solution c'est du jumeau numérique, on peut appeler ça comme ça, va être utile à la police ou à les forces armées? Oui, tout à fait. Je vais peut-être commencer par la sécurité civile. On a présenté en fait notre premier prototype l'an dernier à Eurosatory, le salon militaire. Donc la sécurité civile a vraiment été les premiers qui ont cru dans notre système. Pourquoi? Parce qu'ils interviennent sur des zones sinistrées, souvent des zones isolées. Et de plus en plus, ils font appel à des drones. Et le drone va effectivement survoler la zone et ils vont avoir besoin d'une vue d'ensemble pour prendre des décisions parce que les cartes d'état-major, par définition, on va dire, quand il y a un sinistre, sont obsolètes. Donc ils vont faire tourner leur drone. Et là, pour avoir du 3D normalement, vous faites tourner le drone, vous le faites voler, le drone va revenir en fait au sol. Vous allez récupérer les données, elles vont être traitées de façon très lente, généralement par du 3D. Souvent on a besoin de cloud, des choses comme ça. Notre solution est totalement différente puisque ça permet de faire ça de façon instantanée, directement sur un terminal mobile sur le terrain. Et comment c'est possible technologiquement du coup? Parce qu'effectivement, normalement, il faut quand même une puissance de calcul importante. On passe en général par le cloud. Et là, tout se fait en local. C'est comment vous arrivez à faire passer autant d'informations du drone à la tablette en un temps record et à le modéliser derrière? Donc on a développé en fait, on a mis 2 ans pour développer la technologie. Donc ça s'appelle, c'est un peu un mot buzz, mais on va dire c'est du deep tech. Donc c'est vraiment une solution totalement innovante, totalement souveraine, qui est absolument pas basée sur les algorithmes 3D habituels, vous savez, des triangles, des maillages, des jeux vidéo. C'est une solution vraiment complètement nouvelle et qui
d'accélération qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les radars fixes. Donc ça utilise également les accélérateurs graphiques, ça utilise quand il y a de l'IA, les accélérateurs IA, des choses comme ça. Vous avez parlé de prototypes présentés l'année dernière en termes de commercialisation, vous en êtes... Donc là on est en pleine phase d'accélération. Oui. Donc on a eu le prix innovation au salon des forces spéciales qui a lieu à Bordeaux en avril. Radar fixe à 500 mètres. Qui s'appelle le Sofins. Et les commandes pleuvent et en fait oui, on peut pas dire encore que ça pleut, mais par contre ça s'accélère réellement. Donc oui, on commence à être déployé pour la sécurité civile, on doit être déployé également prochainement pour la gendarmerie, on va être déployé en Italie également à l'étranger par l'armée. Radar fixe à 100 mètres. Et puis on est en phase d'évaluation par plusieurs unités militaires et plusieurs unités de sécurité. J'imagine que l'un des gros avantages aussi, surtout en ce moment, c'est le côté souveraineté, parce que si ça se fait en local, qu'il n'y a pas besoin de passer par le cloud, nécessairement les données sont beaucoup plus sécurisées. Alors absolument, donc le côté souveraineté est totalement essentiel, aussi bien côté militaire, militaire c'est une évidence, mais d'une façon générale en fait effectivement ne pas passer par le cloud c'est un point qui est totalement différenciant aujourd'hui. Comment vous êtes financé pour terminer? Alors aujourd'hui on est financé uniquement par des business angels et puis aussi par le support de la BPI qui nous a supporté dès le début et qui a vraiment été un supporter de notre activité dès le début. Bon, souvent quand il y a des applications qui sont d'abord dédiées aux militaires, il y a ensuite des débouchés dans le civil, plus commerciaux. Est-ce que vous pensez à d'autres débouchés potentiels pour ces jumeaux numériques, pour faire je sais pas de l'inspection à distance, de la maintenance prédictive, ce genre de choses? Complètement en fait. Notre solution va permettre de faire de l'inspection à la fois industrielle, donc vous avez mentionné les jumeaux numériques, peut-être de l'inspection également environnementale, donc ça vient dans un deuxième temps. Notre solution permet en fait que les drones vont passer plusieurs fois, en fait je veux dire sur une semaine, on va pouvoir comparer en fait d'un jour à l'autre les changements qu'il y a pu y avoir et effectivement à terme également faire de l'analyse prédictive pour pouvoir prévoir des changements de terrain par exemple. BFM Business, première sur l'écho. Merci d'avoir suivi la matinale de l'économie sur BFM Business. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur notre appli et notre site bfmbusiness.com, rubrique émission Good Morning Business. Moi, je vous retrouve demain à partir de 7h avec toute l'équipe de la matinale et avec nos invités. Très bonne journée. La peste porcine africaine est à nos portes. Cette maladie, sans danger pour l'homme, est mortelle pour les cochons et les sangliers. Ne l'importons pas en France. Vous voyagez à l'étranger, ne rapportez pas de viande ou de charcuterie à base de porc de pays infectés. Ne jetez jamais vos déchets alimentaires dans la nature, mais dans des poubelles fermées. Le virus peut se cacher dans des viandes et des charcuteries infectées. Radar fixe à 500 mètres. Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. C'est le France Info Sport, le flash. Aujourd'hui, radar fixe à 300 mètres. Et à 6h38. Radar fixe à 500 mètres. Radar fixe à 300 mètres. Radar fixe à 100 mètres. Guillaume Batin, en tennis, Carlos Alcaraz a battu Yannick Sinner, mais sur un banc. La finale de Cincinnati aux États-Unis a déçu hier soir. Elle promettait pourtant entre le numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz, mais l'Italien était malade. Il a abandonné très tôt dans le premier set. Il était mené 5-0. Yannick Sinner. Pas d'adversaire, mais là je dois m'adresser à vous. Je suis tellement désolé de vous décevoir. Depuis hier, je me sens pas bien. Je sais que ça n'a pas été clair. J'ai essayé de... Je me suis accroché. Je n'ai pas pu donner plus. Je suis vraiment désolé. Carlos Alcaraz remporte donc le tournoi de Cincinnati. C'est le 6e titre de l'année pour l'Espagnol. Chez les dames, la Polonaise Iga Swiatek a remporté le tournoi face à l'Italienne Yasmine Paolini. La saison a peine commencé et c'est déjà la crise à l'OM. Vendredi dernier, premier match officiel de la saison pour l'OM. Défaite à Rennes 1-0 et 2 joueurs s'insultent. On arrive aux mains également dans les vestiaires. Résultat, Adrien Rabiot et Jonathan Roux sont mis à pied par la direction du club Grenoble-Lanza. À l'OM, on n'a pas apprécié que les deux joueurs continuent de s'invectiver alors que des équipiers, des membres du club olympien les avaient séparés. Car leur altercation a été vive, ça a bien gueulé, nous relate un témoin de la scène. Il s'agit d'un problème de comportement selon le club. Et les dirigeants ne veulent pas laisser passer cela. Rien, pas un joueur n'est au-dessus
au-dessus de l'institution, nous explique l'un. En gros, même quand on s'appelle Adrien Rabiot. On est à 4 jours d'OM Paris FC au Vélodrome. Les dirigeants iront-ils jusqu'à se passer des deux hommes pour ce match si important? La vraie question est là. En attendant, malgré sa belle préparation, l'ailier Jonathan Roux est plus que jamais sur le départ, car son comportement et cette sanction pourraient accélérer son transfert. Bruno Blanza, en Espagne, le championnat reprend aujourd'hui. L'équipe très attendue, c'est le Real Madrid et ses stars, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, qui n'ont pas gagné de trophée majeur la saison dernière. Très attendu aussi le nouvel entraîneur, ancien joueur du club et champion du monde 2010, Xabi Alonso. J'en garde un très bon souvenir. J'étais même revenu jouer avec le Bayern en Ligue des Champions et la relation était bonne. J'ai senti beaucoup d'affection. Aujourd'hui, le rôle est différent. Je suis impatient, motivé et j'ai envie de retrouver cette connexion avec les supporters. Les années ont passé, mais je l'ai toujours sentie très vivante. Que les choses se fassent naturellement, que je ressente ce que j'ai à ressentir. Mais je suis heureux de revenir. Le Real Madrid qui ouvre la saison espagnole, le championnat, la Liga, ce soir face à Osasuna à 21h. Merci Guillaume Bac en France Info Sport. Selon RMC, le top de l'after-foot, aujourd'hui à minuit 22. Vous écoutez RMC. Nicolas Taverneau avec nous, donc. Est-ce que ce premier week-end de Ligue 1 Plus a été, selon vous, patron sur le réussite? On est content. On est content parce que le public a suivi. Ils sont venus. Et ils sont venus nombreux d'abord pour le match de dimanche soir. Hein, ils étaient plein d'1 million devant l'écran. Donc ça c'est satisfaisant. On l'avait ouvert, hein, on l'a amené. Ils sont venus nombreux déjà le premier soir, le vendredi, ils étaient près de 700 000. Et puis ils sont venus nombreux s'abonner surtout, parce que c'est quand même un objectif qu'on a. Et donc aujourd'hui on a quand même plus de 600 000 abonnés. En un week-end. En un week-end. On aura fait probablement en un week-end ce qui a été fait sur la totalité de la saison dernière. Parce que DAZN aurait eu un peu plus que DAZN. Voilà, donc c'est extrêmement satisfaisant. Je d'ailleurs remercie le public parce que l'une des raisons pour lesquelles on a eu ce succès, je crois, c'est que le public, les fans, ils ont bien compris que c'était pas une chaîne qui appartenait à tel ou tel, c'était leur chaîne. Ils se sont appropriés cette chaîne. Je crois que on l'avait signé Notre Football, votre chaîne. Notre Football, c'est quelque chose. Dans 3 km, prendre la sortie 6 pour N83 en direction de Offenbourg-Erstein. Tout ce qui leur parle, c'est un esprit qu'on essaie d'inculquer en disant voilà, c'est la chaîne des clubs qui appartient au club. On va essayer de vous faire vivre avec les clubs et le produit va revenir au club. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez réussi à trouver le juste prix? Il y a un an, on était à 40 € quasi par mois. Je pense que c'est un argument majeur. Aujourd'hui, on est à moins de 10 pour démarrer, donc ça fait quand même un argument là-dessus. Que les gens ne font pas saut, ils savent que moins de 10, c'est pendant 3 mois. Après, on passe à 14,99 €, c'est un engagement sur la saison, donc c'est un acte relativement fort. Hein. Le prix n'est pas le seul argument. C'est vrai qu'on a voulu adopter un prix qui soit compatible et pas faire des erreurs de pricing. Mais je crois vraiment, ça, je suis convaincu de ça, qu'il y a un esprit pour cette chaîne. C'est ce que nous voulons inculquer, c'est ce que nous voulons développer, c'est leur chaîne. Les fans de foot se retrouvent dans Ligue 1+, sur une chaîne qui leur appartient à travers les clubs et qui défend la notion du football français. Et j'espère, enfin, en tous les cas, moi je remercie les fans qui nous ont suivis. C'est un mouvement, plus 600 000, c'est un mouvement. On fait ça en quelques jours, c'est vraiment une adhésion. Vous aviez fixé l'objectif à 1 million, ça veut dire qu'on peut raisonnablement penser qu'il va être atteint. Ah, écoutez, j'espère. Voire dépassé. Je suis moins anxieux que je pouvais l'être il y a un mois, parce qu'on était un peu dans l'inconnu, hein, il y a un mois. Bon, on verra. Hein. Il faut toujours garder la tête froide. Il faut faire notre travail. Cette chaîne, elle doit développer un esprit, elle doit développer un professionnalisme. Je crois qu'elle en a fait preuve. Il y a une équipe qui est assez formidable autour de moi. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et on a réussi à faire. Voilà, on est avec tout le monde nous a pas aidés, hein. Il faut quand même le reconnaître. Oui, le Canal Plus là, on va en reparler tout à l'heure. Dans 600 mètres, prendre la sortie 6 pour N83 en direction de Offenbourg-Erstein.
j'accuse personne. Je dis simplement qu'on a plus de monde autour de la table pour pousser cette chaîne. Voilà. C'est tout pour vos actualités. Pour voir d'autres articles, ouvrez Google Actualités. Prendre la sortie 6. Continuez pendant 3 km. Dans 600 mètres, utilisez la voie du milieu pour rester sur N83. Utilisez la voie du milieu pour rester sur N83. Continuez sur N83 pendant 1 km. Dans 600 mètres, tournez à droite vers rue du Colonel Lilly. Au feu, tournez à droite, panneau vers Zedda-Fegersheim Ouest, Zedda-Fegersheim Est, puis utilisez la deuxième voie à partir de la gauche pour tourner à gauche vers rue du Colonel Lilly. Continuez sur M83 pendant 800 mètres.
400 mètres, prendre à gauche sur rue de l'Industrie. Au feu, tournez à gauche sur rue de l'Industrie. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue de l'Industrie. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche, puis vous arriverez à destination. Dans 600 mètres, tournez à gauche vers rue du Colonel Luny. Dans 100 mètres, prendre à droite sur rue du Commerce. Prendre à droite sur rue du Commerce. Vous êtes arrivé.
Merci.